Oui, quand il est question d'héritage, le mot est un peu ambigu parce que quand il est question d'héritage, de biens, en général, ça se passe après la mort de la personne qui va vous léguer une maison, des biens, des terres, de l'argent. Quand il s'agit d'héritage psychique, et il y a un notaire. Le notaire vous fait venir et vous dit, madame, monsieur, vous héritez de ça, vous héritez de ça. Si c'est une vieille maison avec le toit qui s'écroule, vous pouvez dire, j'en veux pas. S'il y a des dettes dans l'ensemble, vous pouvez dire, non, non, je refuse tout ça. Vous avez le droit. L'héritage psychique, il n'y a pas de notaire. J'ai jamais entendu parler. Vous ne pouvez pas refuser. D'abord, on ne vous dit pas ce que c'est. On ne vous dit pas tout ce qu'on vous lègue, tout ce qu'on vous transmet. Et à vous de le trouver si vous avez le courage de faire le travail. Et en plus, vous ne le recevez pas à la mort de la personne. Vous le recevez à votre naissance, avant même votre naissance. Vous venez à peine d'être conçu que déjà, on vous refile tout le paquet. Et puis ils s'y mettent tous. Il n'y en a pas juste un qui vous donne une maison ou quelques pièces d'or ou de l'argenterie. Vous recevez tout de tout le monde. Tous ceux qu'on a mis au tableau et puis même plus loin. Alors quand on fait ce travail, on n'est pas dans de la nostalgie. On n'est pas avec l'idée que autrefois c'était mieux, que le passé pouvait être beaucoup plus intéressant que ce qui se vit aujourd'hui au XXIe siècle. On est dans un moment où on a besoin de retrouver des racines. La plupart du temps, ces racines ont été perdues. On vit dans un monde, on vit dans une société où de plus en plus la famille se rétrécit, jusqu'à devenir la famille nucléaire, la fameuse famille nucléaire, ou la famille monoparentale, où on est réduit où la famille est réduite vraiment à sa plus petite, sa plus simple expression, et dans une société qui isole. Aller faire simplement ce travail d'aller voir qui sont nos 4 grands-parents, pour beaucoup de gens, peut-être dans cette salle, si je demande quel est le prénom de votre grand-mère paternelle, peut-être il y en a plein qui vont me dire « Oh là là, il faut que je regarde, je ne sais pas très bien. » Aller chercher sa date de naissance, le nombre d'enfants qu'ils ont eus, les maladies qu'ils ont pu avoir, ce qu'ils ont fait dans leur vie professionnelle, dans leur vie affective, comment mon grand-père et ma grand-mère maternelle se sont rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mariés. Rien qu'aller chercher ces petites choses-là, qui sont en général qui ne sont pas des secrets, ça nous permet de nous recentrer, de nous redonner des racines. Ça nous permet de retrouver quelque chose qui est souvent perdu ou qu'on n'a jamais eu, l'idée d'appartenance. On appartient à une famille. Et cette famille, elle vient bien de quelque part. Elle a une histoire. Et on peut retrouver une partie de cette histoire. En tout cas, on la porte en nous et on va essayer d'y mettre des mots. De faire en sorte qu'elle soit éclairée, cette histoire. Et souvent, quand on n'a plus de racines, ou quand on a perdu ce sentiment d'appartenance, on se retrouve un peu perdu, ou beaucoup même perdu. Et il y a un proverbe africain qui dit que lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et le travail de psychogénéalogie, c'est ça. Essayer de regarder d'où on vient. Quelles sont nos racines, quels sont les gens qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Ça nous relie donc à nos origines, à nos racines familiales et à notre culture aussi, bien souvent qui est perdue. Et avec l'idée de pouvoir se souvenir, pouvoir mettre des mots sur tout ça pour transmettre, pour être de plein pied dans ce présent. Donc il n'y a pas du tout l'idée de passéisme, parce que cet héritage du passé peut nous permettre d'aller plus loin, d'aller dans du futur et en faire bénéficier ses proches, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la psychogénéalogie, qui est sud-américain,
qui s'appelle Jodorowsky, mais bon, ils viennent d'Argentine ou du Chili, je ne sais plus très bien. Enfin, ses ancêtres, forcément, venaient d'Europe centrale. Et qui disait, dans un de ses écrits, quand une pomme apparaît sur une branche, il y a tout l'arbre, tout le pommier qui est en fait. Voilà. Travailler sur soi, essayer d'approfondir quelque chose de nos origines, de là d'où on vient, tout le monde autour de nous, de notre famille, va en profiter. Voilà. Je voudrais vous parler maintenant un peu plus en détail de l'historique de cette psychogénéalogie. Ça a commencé en 1975 avec deux psychanalystes qui s'appelaient Nicolas Abraham et Maria Torok, qui ont écrit un livre à partir de cas cliniques qui ne pouvaient pas être éclairés par les théories freudiennes. Tout le matériel freudien, du complexe d'Oedipe, le complexe de castration, tous les outils dont disposent les freudiens, ça ne fonctionnait pas. Et ils sont allés chercher qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Et ils ont tiré deux concepts très importants, la notion de crypte et la notion de fantôme, dont vous a déjà parlé un petit peu Dominique. Et dans ce bouquin qui s'appelle L'arbre et le noyau, donc de 1975, ça fait 40 ans par rapport à l'histoire de la psychanalyse et par rapport à l'histoire de l'humain, c'est vraiment hier, quoi. Donc la notion de crypte, c'est facile à comprendre, ça vient de cryptos, un mot grec qui veut dire caché. Quelqu'un qui a un secret, un secret, c'est toujours quelque chose dont on n'est pas fier, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire quelque chose qu'on cache, quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a vécu, dont on ne parle jamais, 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 jamais à personne. Et les secrets, c'est en général toujours des histoires d'argent, des histoires de sexe et des histoires de sang, des histoires de mort. Alors, il y a des secrets qui peuvent être terribles, mais il y a des secrets qui il y a 100 ans, étaient terribles, mais qui aujourd'hui sont dérisoires. Une femme enceinte hors mariage, il y a 100 ans, c'était une horreur. Elle était bannie de la société, elle ne pouvait plus rentrer à l'église, par exemple. Très souvent, ses parents la mettaient dehors, et puis il ne restait plus que la rue. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Mais les traces subies par les ancêtres restent, par contre. Donc, la notion de secret, de crypte, va faire que la personne qui porte ce secret en elle va, dans sa manière de parler, va toujours éviter de parler de ce qu'elle a fait. Elle a peut-être détourné l'héritage de son frère, ou elle a peut-être eu un enfant hors mariage, ou on a travaillé avec une personne il y a quelque temps qui a découvert que son grand-père avait poussé son propre père dans une mare parce qu'il allait être déshérité. Voilà. Donc le porteur de ce secret-là, tout le temps, va être avec ça à l'intérieur de son monde psychique, cette crypte-là. On pourrait parler d'un kyste, quelque chose qui est enfermé là et qui ne sort jamais. Et dans sa manière de parler avec ses descendants, avec ses enfants, tout le temps, il évitera le sujet, tout le temps, pour ne pas avoir à parler de ça. Cette crypte-là, à ses enfants, quand il va la transmettre, ça sera d'inconscient à inconscient, sans mots. Et ça passe du parent aux enfants. Et une fois passé aux enfants, ils n'emploieront plus le mot de crypte, mais le mot de fantôme. Un fantôme, dans ce bouquin, c'est pour eux une formation de l'inconscient qui a pour particularité de n'avoir jamais été parlé, mais transmise en héritage dans le silence, directement. Voilà, ça a été le premier pas. Et curieusement, c'était tellement évident, tellement fort que l'ensemble de la profession des psys de toutes sortes l'a accepté. Alors, dans ce métier, tout le monde a raison et tous les autres ont tort. Alors, il y a des tas de chapelles, des tas d'écoles, des tas de lignes différentes, mais curieusement, c'était tellement fort que tout le monde l'a accepté. Ça,
là on était en 75. Mais on connaissait bien que donc on reconnaissait qu'il y avait des transmissions qui se faisaient comme ça, d'inconscient à inconscient, mais comment ça marchait, on n'en avait aucune idée. Et puis il y a eu Didier Dumas, dont vous a parlé Dominique, lui c'est en 78, qui a beaucoup travaillé avec Françoise Dolto et les enfants psychotiques, et les enfants autistes particulièrement, et qui a découvert qu'il affirme ça. Donc là on est en 78, que pour faire un psychotique, pour faire un autiste, si on remonte 3 générations, 4 générations, on trouve un secret de famille, un secret, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une histoire d'argent, ou de sexe, ou de mort. Voilà, ça a été un nouveau pas. Et puis, on passe aux années 90, il y a eu Anne Ancelin, dont Dominique vous a parlé, Anne Ancelin-Schuzenberger, qui a développé les notions de fidélité inconsciente et le syndrome d'anniversaire, et le génosociogramme, et tout un matériel vraiment très, très, très intéressant et très important. Et puis, il faut attendre les années 2000, c'était exactement en 98, dans la bibliographie qu'on vous a remise, il y a un bouquin qui s'appelle « Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres ?» C'est Nina Cano, c'est une journaliste qui a interviewé un ensemble de spécialistes, et à nouveau elle a interviewé Didier Dumas, qui, donc 10 ans après, 20 ans après même, a parlé de la transmission par le phénomène d'identification. Tout enfant fait une identification pour grandir psychiquement. Un enfant a besoin de s'identifier à son parent. Et en s'identifiant, il prend tout ce que le parent porte en lui. On va y revenir, ça, avec la notion de neurone miroir. Mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous savez très bien que vos enfants parlent votre langue. Hein, ça paraît évident. Mais comment ils ont appris la langue? En vous écoutant. Comment ils ont appris certains gestes? Ils ont appris en vous regardant. On est là dans une forme d'empathie, on est là même dans une forme de télépathie, où les choses se transmettent, comme ça, d'inconscient à inconscient, du conscient en grande partie, mais aussi en grande partie, tout ce que l'on porte en nous, notre enfant, nos enfants le reçoivent. Et sont marqués par ça. Alors très souvent, on nous dit, oui, mais j'ai vécu telle et telle chose, je ne peux pas en parler à mon enfant, il est trop petit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'enfant, il le sait déjà. Il n'a pas de mots dessus, bien entendu. Il ne peut pas le formuler, on ne lui a jamais dit. Mais il l'a reçu dans ce fameux héritage dont je vous parlais tout à l'heure, où il n'y a pas de notaire. L'héritage, il l'a reçu. J'ai fait tel truc et je n'arrive pas à en parler à mon fils ou à ma fille. Mais il le sait déjà. Et il va être travaillé à l'intérieur par des tas de choses sur lesquelles il ne peut pas mettre de mots. Et au plus, ce que vous lui avez, vous et vos ancêtres, au plus ce que vous lui avez passé est douloureux et difficile, au plus il va avoir mal et au moins il va comprendre. Si vous arrivez à lui mettre des mots, et au plus il est petit, au plus ça sera facile de lui dire. Et il saura qu'est-ce qui le travaille. Il saura ce qui s'agite en lui. Voilà, c'est une petite parenthèse, et je reviens à cette historique. Donc voilà, on était avec Didier Dumas qui parlait d'identification. Et à partir de là, tout ce qui a été transmis, on a commencé à savoir comment se faisait la transmission. Comment ce que je porte en moi, dont je ne parle pas, je le transmets à mes descendants, que je le veuille ou non. Ça passe. Et puis, ce qui est important, Dominique vous en a parlé un petit peu, mais c'est important d'y revenir, c'est qu'il n'y a pas que les secrets de famille.
J'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des secrets, qui ont fait des trucs dans leur vie dont ils ne sont pas très fiers, pas très contents, mais pas tout le monde a détourné l'héritage de son frère, pas tout le monde a poussé un grand-père dans la mare pour le noyer, pas tout le monde a vécu un adultère ou je ne sais pas trop quoi. Il y a des gens qui ont des vies un peu simples, quoi, pas avec des grands drames, mais tout le monde a des souffrances. Mais beaucoup de gens vivent des choses qui, à un moment, à une certaine époque, sont terribles, comme je vous le disais tout à l'heure, une grossesse hors mariage, mais qui en même temps n'ont pas beaucoup d'importance quand on change d'époque. Et puis, comme le disait Dominique tout à l'heure, il y a des mariages arrangés, il y a des métiers qu'on est obligé, qu'à certaines époques, les fils ou les filles étaient obligés de reprendre la terre des parents, ou l'usine, ou le magasin, ou je ne sais pas trop quoi encore, alors qu'ils avaient complètement envie de faire autre chose. Et les mariages arrangés, nous, quand on travaille, on entend parler de ça, mais il n'y a pas 200 ans, quoi. Il y a 60 ans, il y a 80 ans, il y avait encore beaucoup de mariages arrangés, qui arrangeaient pas du tout les mariés. Hein, ça arrangeait peut-être tout le monde, sauf eux. Et imaginez, quoi, qu'est-ce que c'est on vous met là, celle-là ou celui-là, qui ne vous plaît pas, qui a rien, quoi. Et vous savez que c'est pour toujours, quoi, c'est pour toute la vie. Et peut-être en plus, ils ne sont pas bons, quoi, ou je sais pas quoi, mais vous voyez, ça commence mal dès le premier jour, et il va y avoir toute la vie, comme ça, toute la vie. Et ça passe aux enfants, ça se transmet avec beaucoup de souffrance et de silence et de non-dit et de transmission de petites choses qui ne sont pas des secrets épouvantables. Et puis, selon les époques, il y a, par exemple, j'ai entendu parler d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère à l'époque de la guerre de 14, par là. Elle a divorcé, peut-être un peu avant. Et à cette époque-là, divorcer, c'était vraiment un scandale, c'était une horreur, quoi. Et bien, quand la guerre a été terminée, elle disait qu'elle était veuve. C'était, voilà, ça passait, il y en avait plein, on ne faisait pas attention, c'était banal. Et par contre, là, il n'y a pas longtemps, j'ai connu une personne dont le mari est mort et elle ne voulait pas dire qu'elle était veuve. Parce que le mari s'était suicidé, elle ne veut pas en parler. Alors elle préfère dire qu'elle est divorcée. Parce que là, tout le monde s'en fout, quoi. Vous voyez comment les choses basculent d'une époque à l'autre en à peine 100 ans. Mais les souffrances de ces personnes-là, elles sont transmises quand même. Quel que soit le dérisoire de la situation, vu de notre œil extérieur. Comme quand on dit, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient en bas âge. Oui, mais donc c'était banal, c'était ordinaire, il y en avait plein. Mais ça n'empêche pas la souffrance. C'est pas parce qu'il y en avait plein que ça change quelque chose, quoi. Donc voilà, au niveau des apports actuels, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur le cerveau, il n'y a pas besoin de prendre le cerveau d'un cadavre, de le découper, puis de le regarder au microscope. Pendant très longtemps, on a travaillé avec des cerveaux morts, forcément. Hein. Maintenant, on travaille avec des IRM et on voit ce qui se passe dans le cerveau. Et au sujet des neurones miroirs dont je vous parlais tout à l'heure, les neurones miroirs, c'est des parties de nous, c'est une partie de notre cerveau qui est toujours à imiter ce que fait l'autre, à se mettre à la place de l'autre. La notion d'empathie, elle vient de là. Et ça a été découvert tout à fait par hasard, ces neurones miroirs. Il y avait des chercheurs, c'était des Italiens, je crois, qui travaillaient avec des singes. Donc il y avait plusieurs singes qui avaient des casques IRM reliés à des écrans. Et puis, ils cherchaient les zones du plaisir gustatif, quelles zones étaient activées dans le cerveau quand ils mangeaient un fruit qu'ils aimaient bien, les singes.
Et puis à un moment, ils font une pause, les chercheurs, puis il y en avait un qui avait un petit creux, il prend une des bananes qui était là pour donner au singe, et puis il commence à manger la banane, et clanc, il y a l'écran qui s'allume, et qui se met, et une partie du cerveau du singe qui se met à clignoter. Et à partir de là, ils se sont aperçus que le singe, qui voyait le chercheur là en train de manger la banane, son cerveau était excité au même endroit que si c'était lui qui avait mangé la banane. Et vous connaissez tout ce phénomène-là, tout ce phénomène-là, quand vous donnez à manger à un enfant, ou à un vieillard, ou à quelqu'un, parce que quand vous tendez la cuillère, il y a vos lèvres qui avancent. Hein, vous avez tous vécu ça. Ça, c'est les neurones miroirs. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et donc, quand un enfant est là, il se met dans un bouquin qui a été écrit par un groupe de chercheurs conduit par Patrice Van Hersen, qui s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». Vraiment, je vous conseille de le lire. Dans ce bouquin, il parle des capacités du cerveau et des capacités de cette identification. Et il y a un chercheur qui parle, l'enfant va se trouver comme en Wi-Fi avec le parent. Ils utilisent ce terme parce que, bon, maintenant, on sait comment ça marche, on s'en sert quotidiennement, mais l'enfant, il est totalement relié à ce que vit le parent, à l'intérieur. Et même, on sait maintenant que quelque chose qui se passe dans notre inconscient à nous, l'enfant le reçoit. Alors qu'on n'en a pas nous-mêmes conscience de ce qui se passe. Il y a des choses qui nous agitent, il y a des choses qui bougent là-dedans, et l'enfant va le recevoir. Et n'oubliez pas qu'on a conscience de 1% de l'activité de notre cerveau. Nos milliards de neurones là, qui tournent en permanence, qui sont sans arrêt en train de se modifier dans leur connexion neuronale, on a conscience de 1%, et les 99 autres pourcents tournent en permanence 24 heures sur 24. Aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train d'apprendre, de découvrir sur la psychogénéalogie, c'est en train de reformater votre cerveau d'une autre façon. Et chaque fois que vous apprenez quelque chose, c'est pareil. Voilà. Voilà, un autre petit point. Après, je vous raconterai une histoire de fantôme. Mais vraie, hein. Il y a l'idée, si vous allez chercher sur Google, vous taperez épigénétique. L'épigénétique, c'est une science, je ne sais pas trop de quand elle date, mais qui permet d'aller découvrir ce qui se passe dans certaines situations traumatisantes au niveau de notre génétique, au niveau de notre bagage génétique, au niveau de nos ADN. Il y a certaines modifications. Les enfants qui ont subi des maltraitances graves, les enfants qui ont subi des abus sexuels graves, on a découvert, on a vu, on a pu percevoir qu'au niveau de leur ADN, il y avait certaines modifications. On parle de la modification des mécanismes de régulation des gènes. Et on s'est aperçu que ça pouvait se transmettre. On s'est aperçu également qu'on pouvait revenir et à nouveau modifier les traumatismes subis. On a fait une petite expérience avec des souris. On mettait des souris dans des cages et elles subissaient un choc électrique chaque fois qu'un parfum de fruits, de cerises, peu importe, était projeté dans la cage où elles étaient. Chaque fois qu'il y avait le parfum, il y avait une décharge électrique. Pendant plusieurs fois, plusieurs périodes. Et puis, on a pris 2-3 générations de souris plus tard et des générations faites par fécondation in vitro.
C'était même pas des contacts directs entre mâles et femelles. On prenait des spermatozoïdes, des ovules, on faisait plusieurs générations, et arrivé à la 3e, à la 4e génération, il suffisait d'envoyer le parfum pour que les souris soient stressées. Il n'y avait pas besoin de choc électrique. C'était transmis. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter cette petite histoire de fantôme. C'est une histoire vraie. C'était au tout début de ma pratique, un jeune homme qui est venu me voir, qui avait 25 ans à peu près, et qui avait jusque-là une vie tout à fait normale. Puis là, il habitait dans un pavillon qui appartenait à ses grands-parents. Il vivait avec sa femme, et puis ils avaient une toute petite fille, un bébé de 1 an, par là. Et puis, il est venu me voir parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait en lui. Il devenait très violent, il avait tendance à frapper sa fille quand elle criait trop fort. Il s'enfermait chez lui, il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait plus aller travailler. Il était vraiment très 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 mal, avec des angoisses, des crises de panique, des choses comme ça. Et puis dans ce pavillon où il habitait, quand on sonnait à la porte, quand quelqu'un sonnait auquel il ne s'attendait pas, au lieu d'aller voir qui c'était à la porte, il montait au premier étage et puis il avait un pistolet, et il prenait son pistolet et il regardait par la fenêtre qui c'était. Donc ça n'allait pas. Et donc il vient me voir et pendant 1 an on a fait un travail avec papa, avec maman, avec ce qui s'était passé dans sa vie d'enfance, et puis on ne trouvait pas, il n'y avait rien des petits malheurs comme tout le monde, mais rien qui pouvait expliquer cette situation vraiment très très rude. Et je lui ai demandé de monter ce panneau-là, ce tableau-là, d'aller chercher les noms et tout ce qu'il pouvait savoir sur ses 4 grands-parents, ses 2 parents. Et puis 1 mois après, il revient me voir, puis il me dit, j'ai fait une découverte vraiment curieuse, parce que celui que je croyais être mon grand-père paternel, c'est pas mon grand-père paternel, c'est le mari de ma grand-mère, mais on m'a toujours dit que c'était mon grand-père, et moi je l'ai toujours appelé Pépé, c'est le seul que j'ai connu. Mon vrai grand-père paternel, dans cette maison où j'habite, moi maintenant, un jour, pendant la guerre, en 1943, des résistants sont venus, c'était un collabo, mon grand-père, ils l'ont pris, ils l'ont traîné dans la cour, et ils lui ont tiré 2 balles dans la tête, sous les yeux de ma grand-mère et de mon père, qui était un petit garçon d'une dizaine d'années à ce moment-là. Mais la famille a effacé tout ça, parce que le grand-père, il avait choisi le mauvais côté. Si le grand-père avait été tué par des collabos ou par la Gestapo, si ça avait été un résistant, on aurait mis sa photo au mur, il aurait été célébré, fêté. Mais là, comme c'était honteux, ça avait été effacé à la surface. Mais en profondeur, le fantôme de ce grand-père était revenu là, tirer les pieds du garçon qui venait me voir. Et à partir du moment où il a découvert ça, alors donc il a demandé à sa grand-mère, qui lui a raconté l'histoire avec son père. Tout le monde, ils ont fini par lui raconter l'histoire, parce que tout le monde savait qu'il allait mal, qu'il était très très mal, ce garçon. Et puis, une fois qu'il a découvert ça, au bout de 2 mois, il est venu me voir 2 ou 3 fois, et puis c'était fini. Il a repris sa vie normale, et il est retourné travailler, il s'est occupé de sa fille, et il a pu sortir de chez lui, conduire sa voiture, reprendre une vie tout à fait normale. Voilà, ça c'était un fantôme.